Quelle est la folie humaine qui pourrait concevoir la faim comme une arme? Sous les cieux sans fin de la steppe, où le vent siffle à travers les os de l'hiver, un homme y est parvenu. Gengis Khan, le grand Khan des Mongols, ne conquérait pas seulement par l'épée, mais aussi par la patience de la faim. Pour lui, la guerre ne se menait pas seulement sur le champ de bataille, mais dans l'estomac, dans l'âme, dans la lente désespérance de ceux qui regardèrent les murs du siège et comprenaient que personne ne viendrait les sauver. En l'an 1219, lorsque son armée se jeta sur l'empire du Khwarezm, le destin de la ville de Nishapur devint une leçon gravée dans le sang et la poussière. Les Mongols n'attaquèrent pas avec une fureur immédiate. Ils encerclèrent la ville comme s'ils tissaient un piège invisible. Ils coupèrent les routes, scellèrent les puits, empoisonnèrent les eaux et attendirent. Des jours, des semaines, des mois. À l'intérieur des murs, la vie commença à se dissoudre. Le pain devint poussière, les greniers vides résonnaient comme des tombes creuses, et la peur avait le goût amer de l'air sans espoir. Les habitants, poussés par la nécessité, mangèrent d'abord ce qui restait de leurs animaux, puis les rats. Plus tard, le cuir de leurs chaussures. À la fin, certains eurent recours à l'impensable, les corps des morts. Le chroniqueur perse Juvaini l'écrivit avec horreur et précision. Personne ne restait pour enterrer les défunts et les chiens se nourrissaient des fidèles. C'était le triomphe de la faim, une torture qui n'avait besoin ni de couteau, ni de chaîne, seulement de temps et de silence. Lorsque les portes tombèrent et finalement, ce que les Mongols trouvèrent n'était ni des hommes ni des femmes, mais des ombres marchantes, des squelettes recouverts de peau, des regards sans lumière, des voix éteintes. Et pourtant, il n'y eut aucune compassion. Les soldats du Khan massacrèrent les survivants ou les traînèrent en esclavage. La faim avait vidé leur corps, mais l'épée vida leur monde. Ce ne fut pas un accident, ni une improvisation cruelle. C'était une tactique, une stratégie pure. Les ingénieurs mongols calculaient avec précision combien de jours une ville résisterait avant que la faim ne la plie entièrement. Ils savaient quand les grains s'épuiseraient, quand le désespoir ferait trembler les mains des défenseurs, quand les mères regarderaient leurs enfants et ne verraient pas des visages, mais de la nourriture. À ce moment-là, la volonté se brisait. L'esprit humain, réduit à la simple urgence de survivre, devenait docile. Certains peuples se rendaient avant de brandir les armes. D'autres résistaient jusqu'au bout, seulement pour tomber dans un destin plus terrible. Car Gengis Khan comprenait quelque chose que de nombreux généraux n'avaient à jamais saisi. La faim ne tue pas seulement, elle transforme. Elle dépouille de son humanité, transforme en bête, brise l'orgueil le plus enraciné. Et quand un ennemi n'a plus d'orgueil, la victoire n'a pas besoin d'épée. La faim, pour le Khan, était un miroir de sa propre philosophie. Dans la steppe, où les hivers pouvaient dévorer des armées entières, la survie s'apprenait en observant la mort. Là, les faibles étaient emportés par le vent et les forts apprenaient à transformer la souffrance en pouvoir. Cette leçon, portée sur le champ de bataille, devint un outil de conquête. Là où le feu n'atteignait pas, la faim ferait son travail. Le siège ne détruisait pas seulement les corps, mais aussi les âmes. Les prêtres des villes assiégées clamaient au ciel, mais les cieux restaient muets. Les nobles, habitués à commander, pleuraient comme des enfants. La faim ne distinguait ni rang, ni lignée, ni foi. Tous étaient égaux sous son poids invisible. Quand enfin les Mongols entraient, ils le faisaient comme s'ils traversaient un cimetière. Personne ne criait plus, personne ne courait. Seul le silence et l'odeur âcre de la mort les accueillaient. Et pourtant, le plus effrayant n'était pas l'anéantissement, mais l'intention. Chaque siège, chaque ville réduite en poussière, était une leçon pour les autres. Un avertissement. Le Khan n'avait pas besoin d'envoyer des messagers, ses victoires parlaient pour lui. Les nouvelles de Nishapur se répandirent comme le vent du désert, portant avec elles un message plus puissant que 1000 armées. Résister était inutile. La reddition était la seule façon de conserver la vie. La psychologie de la guerre atteignit avec lui une perfection glaciale. Il ne suffisait pas de tuer l'ennemi, il fallait le briser avant qu'il ne meure. La faim devint un art de la domination, une façon de modeler l'esprit humain à sa volonté. Ainsi, lorsque le Khan avançait vers une autre ville,
Les portes s'ouvraient avant même que les premiers tambours ne résonnent. Les gouvernants préféraient livrer les clés plutôt que d'affronter le spectre de la faim qu'ils connaissaient déjà. Le Khan ne conquérait pas seulement des terres, il conquérait la peur. Il la semait, la cultivait, la faisait fleurir dans chaque recoin de l'Empire. La faim fut son épée la plus affûtée, son allié la plus fidèle, son instrument le plus silencieux. Aucune muraille ne pouvait l'arrêter, aucune armée ne pouvait la vaincre. Quand le vent soufflait sur les ruines des villes affamées, les Mongols disaient que l'âme des vaincus était toujours là, gémissant parmi les décombres. C'était peut-être vrai. Car la faim ne laisse pas de fantômes ordinaires. Elle laisse des échos, des souvenirs, de la honte. L'humiliation d'avoir perdu non seulement la vie, mais la dignité de mourir en humain. Dans la poussière de Nishapur, parmi les os et les restes de pain pétrifiés, commença une nouvelle ère de guerre. Il ne s'agissait plus de savoir qui avait le plus d'hommes ou d'armes, mais de savoir qui savait utiliser la peur comme un feu invisible. Gengis Khan l'avait compris. Dans son empire, la faim était reine, et le silence, son trône. Lorsque la faim s'éteignait et que les murailles tombaient enfin, commençait un autre type de conquête, plus silencieuse, plus humiliante, plus cruelle. Dans le monde de Gengis Khan, le corps féminin devint une monnaie du pouvoir, un trophée de guerre qui représentait non seulement la victoire militaire, mais l'anéantissement de l'âme de l'ennemi. Après la chute de la ville de Bukhara, en l'an 1220, les Mongols entrèrent comme une tempête de feu. Les rues, couvertes de cadavres, furent témoins d'un nouvel ordre. Des milliers de femmes et de jeunes filles furent rassemblées dans les cours, séparées de leurs familles, classées comme des animaux dans un marché. Il n'y avait aucune compassion dans les yeux des soldats, seulement l'obéissance, seulement l'écho d'une loi non écrite. Tout ce qui est conquis appartient au Khan. Le chroniqueur perse Juvaini écrivit avec amertume « Ils séparèrent les hommes des femmes, les enfants des mères, et les emmenèrent comme des troupeaux. » Ce n'était pas une métaphore, c'était une description exacte de la froideur avec laquelle l'armée du Khan traitait les vaincus. Chaque ville conquise se transformait en une foire de douleur. Les jeunes femmes étaient dénudées, inspectées, mesurées avec la même précision qu'un cheval ou une épée. La beauté était une malédiction, la jeunesse une condamnation. Celle de nobles lignées était réservée au haut commandant ou, en de rares occasions, au Khan lui-même. Les autres étaient distribués aux soldats, vendus sur les marchés de l'Empire ou destinés aux travaux forcés. Il n'y avait pas d'échappatoire. Dans les jours qui suivirent le sac de Bukhara, l'air était rempli de cris et de prières. Les mères qui ne voulaient pas voir leurs filles réduites en esclavage préféraient les tuer de leurs propres mains. Et celles qui survivaient le faisaient en sachant que même leur nom ne leur appartenait plus. L'humiliation n'était pas un excès du chaos, mais un outil calculé. Gengis Khan comprenait le symbole du corps. Il savait qu'en possédant les femmes d'un ennemi, il ne prenait pas seulement leur sang, mais leur mémoire. Les dynasties vaincues étaient marquées, effacées dans leur orgueil, leurs noms de famille réduits en poussière. Dans la logique de l'empire mongol, dominer les femmes, c'était effacer le passé de l'ennemi et y inscrire le sceau du Khan. Les récits des chroniqueurs chinois, persans et russes coïncident sur le même détail, la sélection. Dans chaque ville mise à sac, les commandants mongols faisaient défiler les captives. Une par une, elles passaient sous le regard de leurs geôliers, classés par âge, origine et beauté. Les plus belles étaient mises à part. Souvent, leurs époux ou pères étaient exécutés devant elles pour leur rappeler qu'elles n'appartenaient non plus à personne d'autre. La tragédie de ces femmes fut la tragédie de l'Empire entier, une histoire écrite en larmes et en silence. Beaucoup furent envoyés dans des terres lointaines, forcés de servir dans les palais du Khan ou dans les caravanes qui traversaient le désert. Certaines furent contraintes de devenir les épouses de leurs ravisseurs. D'autres, vendues comme de la marchandise humaine, disparurent sans laisser de traces. Dans les registres, leurs noms s'effacèrent. Dans les chansons, elles ne furent jamais chantées. Il ne resta que l'écho de leurs pas dans le sable. On disait que dans les campements mongols, la nuit, les rires des soldats se mêlaient aux sanglots des captives. Les vainqueurs célébraient tandis que les vaincus devenaient des ombres. C'était le vrai visage du pouvoir, la capacité de détruire, de posséder et d'oublier. Dans les temples détruits, les moines parlaient à voix basse du châtiment divin. « L'homme qui sème la peur, disait-il.
récoltera le vide. Mais le vide faisait déjà partie de l'Empire. Le Khan ne craignait pas la malédiction, car il se considérait choisi par le ciel. Dans son esprit, la guerre était une purification, une façon d'éliminer les faibles. Les femmes qui pleuraient n'étaient pas des victimes, mais le prix naturel de la grandeur. Cependant, même parmi les Mongols, certains ressentirent de l'horreur. Certains scribes témoignèrent des remords des jeunes soldats qui ne pouvaient pas dormir après les campagnes. Ils disaient que dans leurs rêves, ils voyaient que les visages des femmes qu'ils avaient arrachées à leur foyer, qu'ils entendaient leur voix murmurer leurs vrais noms, ceux que la guerre leur avait volés. Mais ces rêves se taisaient à l'aube, lorsque les ordres du Khan résonnaient à nouveau comme le tonnerre dans la steppe. Chaque conquête devint un rituel de possession. Chaque femme, une offrande involontaire au dieu de la guerre. Avec chaque ville ravagée, la machinerie de la terreur se nourrissait de chair, de larmes et de silence. Et tandis que les chroniqueurs écrivaient sur les victoires et les butins, les véritables cimetières restaient dans le cœur de ces femmes sans nom. Pour Gengis Khan, le monde était un échiquier où la vie humaine avait la valeur d'une pièce de jeu. Son empire s'étendait, mais avec chaque victoire, une histoire, une famille, une voix était enterrée. Les femmes capturées ne furent pas seulement les victimes d'une époque, elles furent les fondations invisibles de la gloire mongole. Sans elles, l'empire n'aurait pas eu de substance. Sans leur silence, il n'y aurait pas eu d'ordre. Le pouvoir absolu ne se mesure pas en épée ni en territoire conquis, mais en la capacité de plier ce que le monde considère comme sacré. Et au XIIIe siècle, sous l'étendard des Mongols, le sacré fut profané encore et encore. Dans les déserts où jadis pleuraient les captives, le vent traîne encore leurs noms perdus. Chaque grain de sable semble être une syllabe de leur histoire, une supplication qui n'est jamais parvenue au ciel. Et bien que les chroniques célèbrent la grandeur du Khan, son véritable héritage est écrit dans le sang de ceux qui n'ont pas eu de voix. Lorsque les cris des femmes s'éteignaient et que les corps gisaient encore dans les rues, les Mongols préparaient la phase suivante de leur conquête, la guerre transformée en calcul. Pour Gengis Khan, les hommes n'étaient pas des individus, mais des pièces d'une stratégie plus vaste. Et lorsqu'une ville était conquise, ses habitants ne restaient pas libres. Ils devenaient des outils, des instruments vivants du prochain massacre. Nous étions en l'an 1221. La ville de Konya-Urganch, joyau de l'empire du Khwarezm, résistait avec fierté et désespoir. Elle avait enduré des sièges, elle avait vu son commerce prospérer et elle croyait pouvoir résister à la fureur des cavaliers de la steppe. Mais le Khan n'attaqua pas avec précipitation ni avec colère. Il observa, il attendit et il planifia. Lorsque la résistance devint obstinée, il donna un ordre qui glaça le sang de ses propres généraux. Utilisez ce que nous avons déjà conquis. Des milliers de prisonniers, hommes, femmes et enfants pris dans d'autres villes, furent traînés devant les murailles de Konya-Urganch. Ligotés, poussés, utilisés comme un mur de chair, c'étaient tous les nouveaux boucliers de l'Empire. Face aux catapultes, les archers ennemis hésitèrent. Comment lanceraient-ils leurs flèches, sachant qu'ils blesseraient les leurs? Ce doute, cette seconde d'hésitation, fut tout ce dont les Mongols avaient besoin. Les chroniques décrivent une scène d'épouvante. Les captifs marchaient en tremblant, couverts de poussière, leurs yeux vides. Derrière eux, les cavaliers mongols avançaient sans pitié, les poussant vers la ligne de feu. Les flèches pleuvaient, les corps tombaient, mais les Mongols continuaient d'avancer, cachés derrière la chair des vaincus. C'était une guerre où la compassion était considérée comme une faiblesse, où le courage résidait dans l'obéissance absolue. L'historien Juvaini écrivit avec amertume « Ils utilisaient les hommes d'une ville pour abattre la suivante. » Et ce n'était pas une métaphore. La machine de terreur du Khan fonctionnait avec une précision mathématique. Les prisonniers servaient à creuser des fossés, à transporter des roches, à traîner des machines de siège, tout cela pendant que les défenseurs de Konya-Urganch voyaient leurs frères mourir en vain. Le désespoir se répandit comme une peste. Certains archers lancèrent leurs flèches en pleurant, d'autres laissaient simplement tomber leurs arcs. Le message était clair. Résister signifiait voir les siens mourir. Se rendre, c'était vivre un jour de plus.
Le Khan n'avait pas besoin de promesses, seulement de peur. La stratégie fonctionna. Les murailles tombèrent, non sous la force du fer, mais sous le poids de l'horreur. Lorsque les Mongols entrèrent, la ville n'était plus une forteresse, mais un cimetière ouvert. Les vivants se déplaçaient comme des fantômes parmi les morts. Et parmi les conquérants, il n'y avait pas de fierté, seulement de l'efficacité. Chaque corps utilisé, chaque larme versée, était un pas de plus dans l'avancée de l'Empire. L'utilisation de boucliers humains ne fut pas un acte isolé, mais une politique répétée. Dans chaque nouvelle campagne, les prisonniers étaient la première ligne de l'attaque. Ils étaient la chair qui amortissait les flèches, qui remplissait les fossés, qui marquait le chemin vers la victoire. Pour le Khan, les ressources humaines étaient infinies et les corps remplaçables. La valeur d'une vie ne se mesurait pas en or, mais en utilité. Imagine le silence qui restait après une bataille. Des milliers de corps étendus, mêlés entre ennemis et esclaves. La poussière couvrant les visages, les mains toujours enchaînées. Et sur eux, les corbeaux descendant, comme des héros d'un dieu qui n'écoutait plus les prières. Le vent soufflait et effaçait les noms, mais pas les fautes. Les Mongols savaient ce qu'ils faisaient. La cruauté n'était pas un accident. C'était un outil, un langage. Avec chaque ville détruite, avec chaque ligne de boucliers humains sacrifiés, ils envoyaient un message qui traversait montagnes et déserts. La résistance n'apporte pas seulement la mort, mais l'humiliation. La peur devint une frontière invisible qui précédait l'armée du Khan. Les villes se rendaient avant d'être assiégées. Les rois s'inclinaient avant de voir la poussière s'élever. Aucun chant épique ne célébra ceux qui moururent comme boucliers. Aucune tombe ne porte leur nom. Ils étaient les oubliés des deux camps. Trop esclaves pour être des héros, trop humains pour être des bêtes. Leur sang fut le ciment de l'Empire, leur sacrifice, l'écho qui soutint les victoires. On dit que certains soldats mongols, à la fin de leur vie, confessaient avoir rêvé des visages de ceux qu'ils avaient utilisés comme barrières, que dans l'obscurité de la nuit, ils voyaient leurs mains levées, non pour attaquer, mais pour supplier, et que le son de leurs suppliques était plus terrifiant que n'importe quelle bataille. Mais le Khan ne rêvait pas. Le Khan ordonnait. Parce que pour lui, la guerre n'était pas une question d'honneur ni de justice. C'était une loi naturelle. Le fort survit, le faible sert. Et quand les faibles s'épuisent, ils sont remplacés. C'est ainsi qu'il construisit son empire, non avec des idéaux, mais avec des corps. Lorsque les chroniqueurs écrivirent sur la gloire mongole, ils omirent ces lignes de chair humaine, qui marchèrent vers la mort sans choix. Mais l'histoire, bien qu'écrite par les vainqueurs, garde toujours une trace de vérité. Dans les ruines de Kounia-Urganch, quand le soleil se couche et que le vent souffle de l'est, certains disent qu'on n'entendait pas. Ce sont ceux de ceux qui furent utilisés, oubliés et jamais enterrés. Ils furent la frontière de la peur, la ligne du sacrifice. Et bien que le Khan ait conquis la moitié du monde, il ne put jamais conquérir le silence qu'ils laissèrent derrière eux. Parfois, le pouvoir ne se mesure pas en épée, mais dans la manière dont on célèbre la mort. En l'an 1223, après la victoire mongole sur la coalition des princes russes lors de la bataille de la rivière Khalkha, Gengis Khan et ses généraux décidèrent d'envoyer un message aussi clair que macabre. La guerre était terminée, mais le spectacle ne faisait que commencer. Les nobles capturés, parmi eux Mstislav de Kiev et d'autres princes des terres de Russes, furent amenés enchaînés devant les chefs mongols. Les vainqueurs ne les traitèrent pas comme des prisonniers, mais comme des symboles. Aux yeux du Khan, ces hommes représentaient l'arrogance d'un monde qui croyait pouvoir défier l'Empire. Et ils devaient apprendre, avec douleur, ce que signifiait l'affronter. Mais le Khan ne versa pas leur sang. Dans les traditions de la steppe, il existait une règle. On ne devait jamais verser le sang des nobles ennemis, car leur sang était sacré devant les esprits. Il conçut donc quelque chose de pire, un châtiment sans sang, mais non sans souffrance. Une leçon qui résonnerait pendant des siècles. Les prisonniers furent contraints de s'allonger face contre terre, alignés les uns à côté des autres. Sur leur dos, les Mongols placèrent des planches de bois, et sur ces planches, ils dressèrent un banquet. Les généraux s'assirent, trinquèrent, rirent. Tandis que les musiciens jouaient,
Les corps en dessous s'agitaient lentement, tentant de respirer, tentant de crier. Le son des chants guerriers et le crépitement du feu étouffaient les gémissements. Les récits du chroniqueur perse Jouvaini et les chroniques russes concordent. Les princes moururent écrasés sous le poids de la fête. Ce fut une exécution sans une goutte de sang versée, mais avec un message gravé dans l'âme de ceux qui en furent témoins. Les Mongols burent du vin, mangèrent de la viande et conversèrent sur les prochaines conquêtes, tandis que la vie s'échappait lentement des corps qui soutenaient leur table. Ce ne fut pas une simple vengeance, ce fut un rituel de domination. Transformer les ennemis en sol sous les pieds des vainqueurs symbolisait que leur pouvoir ne s'imposait pas seulement sur les armes, mais sur la dignité humaine. Les princes de Russe, qui avaient chevauché fièrement sur de vastes terres, étaient montés maintenant le plancher d'un banquet. L'acte fut à la fois cruel et cérémoniel. Quand le festin fut terminé, les Mongols se levèrent et laissèrent les planches couvertes de taches, non de sang, mais de poussière et de silence. Les corps étaient méconnaissables, leurs visages enfoncés contre la terre, leurs bouches remplies de sable. Ainsi s'acheva la noblesse de Russe, non par un rugissement de guerre, mais par le son étouffé de l'humiliation. Le message voyagea plus vite que les chevaux. Des steppes aux villages lointains, l'histoire du banquet courut comme un feu à travers les peuples. Les royaumes voisins comprirent. La défaite n'était pas seulement la mort, mais un déshonneur éternel. Résister au Khan, c'était risquer non seulement la vie, mais le souvenir. Il valait mieux se rendre avant que la victoire mongole ne les transforme en partie de son spectacle grotesque. Dans les années qui suivirent, les émissaires du Khan n'eurent pas besoin d'épée pour soumettre les princes d'Europe de l'Est. Il suffisait de mentionner le banquet. L'image des nobles russes transformés en sol vivant suffisait à briser la volonté des plus orgueilleux. C'était le pouvoir de la peur dans sa forme la plus raffinée. Cette exécution ne fut pas une exception, ce fut l'essence de l'Empire. Dans l'esprit du Khan, la guerre devait laisser des cicatrices non seulement sur la terre, mais dans la mémoire. Chaque acte de cruauté avait un but, enseigner l'obéissance, et il y parvint. Pendant des générations, le nom de Gengis Khan ne fut pas seulement synonyme de conquête, mais de châtiment divin. Le banquet de Khalkha représenta quelque chose de plus qu'un crime. Ce fut la consécration de la terreur comme un art. Au lieu de temple, le Khan construisit des mythes. Au lieu de lois, il laissa des avertissements. Les Mongols n'avaient pas besoin d'écrire leur histoire. Ils l'inscrivaient dans les os des vaincus. On dit que cette nuit-là, tandis que les derniers princes agonisaient, le ciel resta sans lune. Le vent soufflait du nord, soulevant la poussière qui recouvrait les planches, comme si la terre elle-même voulait ensevelir la honte. Certains soldats, plus jeunes, détournèrent le regard, non par compassion, mais par peur de regarder trop longtemps ce que le pouvoir pouvait faire. Au matin suivant, le Khan ordonna que les corps soient enterrés sous le sable sans aucune cérémonie. Que le vent les efface, dit-il. Et le vent le fit. Les noms des nobles de Russe disparurent peu à peu, remplacés par un seul mot qui résonnait dans les steppes, obéissance. Ce festin resta gravé dans l'histoire non seulement comme une atrocité, mais comme une métaphore. Tandis que les vainqueurs buvaient et riaient, les vaincus devenaient les fondations de l'Empire. Ainsi fut construite la gloire mongole, sur des corps, sur le silence, sur la peur. L'ironie était amère. Les Mongols, qui venaient d'une terre sans ville, avaient appris à utiliser les civilisations pour se détruire elles-mêmes. La mort n'était plus un châtiment suffisant, elle devait devenir un spectacle, un avertissement. Et ainsi, chaque banquet, chaque exécution, chaque ville ravagée faisait partie d'un unique récit, celui de la domination totale. Dans ce récit, le Khan était le narrateur et le monde, son auditoire. Dans les ruines de Khalkha, quand le vent souffle entre les herbes sèches, certains disent qu'on entend encore des rires lointains. Non de joie, mais de triomphe. Ce sont les rires des Mongols qui burent sur les corps de leurs ennemis, célébrant la victoire de la mort sur la mémoire. Parmi toutes les formes de châtiment appliquées par l'Empire mongol, il en fut une qui ne cherchait pas seulement à détruire le corps, mais à effacer l'âme.
le supplice d'être traîné par des chevaux. Il ne s'agissait pas d'un acte impulsif, ni d'une explosion de colère. C'était la justice, ou du moins, c'est ainsi que Gengis Khan l'appelait. Dans son monde, la trahison était le crime suprême, un péché qui ne pouvait être pardonné, même par le temps. Le Khan avait forgé son empire sur une loi implacable, la Yassa, un code qui dictait que la loyauté envers le souverain était au-dessus du sang, de la foi et de la peur. Quiconque trahirait le Khan, quiconque comploterait, mentirait ou changerait de camp, devait être détruit publiquement, afin que son châtiment soit gravé dans l'esprit de tous. Il ne suffisait pas de tuer le traître, il fallait que sa mort parle. Les registres racontent que le châtiment était simple et terrible. Le condamné était conduit au centre du camp, où tous les soldats devaient être gardés. On lui liait les mains et les chevilles avec des cordes épaisses, parfois en lui disloquant les membres pour éviter toute résistance. Ensuite, on l'attachait à la queue d'un cheval, pas un seul, mais plusieurs. Au signal du commandant, les animaux étaient fouettés. Les chevaux partaient au galop, traînant le corps dans la poussière, les pierres et les racines. Le sol devenait un couteau. La chair se déchirait, la peau s'arrachait, et le cri se perdait dans la vitesse du vent. Certains mouraient rapidement, d'autres non. Cela dépendait du terrain, de la cruauté du jour ou de l'humeur du Khan. Ceux qui survivaient trop longtemps étaient traînés une fois de plus, jusqu'à ce que leur corps ne soit plus qu'un amas méconnaissable de sang et de poussière. Le but n'était pas la vengeance, c'était l'exemple. Pour Gengis Khan, la discipline était la colonne vertébrale de l'Empire. Sans elle, l'ordre s'effondrait. Les Mongols pouvaient pardonner la défaite, mais jamais la désobéissance. Les gouverneurs qui se rebellaient, les espions qui changeaient de loyauté, les capitaines qui mentaient, tous connaissaient ce destin. Personne ne pouvait dire qu'il n'avait pas été averti. Le châtiment n'était pas caché, mais public. Les soldats devaient regarder sans détourner les yeux, apprendre, craindre, savoir que la trahison ne mourait pas avec le traître, mais qu'elle se transformait en poussière que tous respiraient. Et lorsque le corps restait finalement inerte, le Khan prononçait une phrase que beaucoup se souvinrent jusqu'à leur mort. La terre est purifiée lorsque la chair du traître la touche. Les chroniques des campagnes en Asie centrale relatent dans plusieurs de ces supplices. Dans une ville qui s'était rendue pour ensuite se soulever, le gouverneur et ses conseillers furent exécutés de cette façon. Les habitants furent contraints de regarder pour qu'ils comprennent que la clémence avait des limites. Après le châtiment, les corps furent laissés devant les murailles pendant des jours, jusqu'à ce que le vent et les vautours s'en chargent. Personne n'osa les toucher. Pour le Khan, il n'y avait pas de justice sans spectacle. La peur était un maître plus efficace que l'épée. Ainsi consolida-t-il son pouvoir, non par des mots, mais par des images. Chaque exécution était un message aux vivants. Chaque corps, une lettre écrite dans le sable. Dans les campements mongols, on disait que le châtiment ne se terminait pas avec la mort. L'âme du traître était condamnée à courir éternellement derrière les chevaux, essayant d'atteindre son propre corps. La Yassa ne permettait aucune compassion. Le Khan n'a pas besoin de cœur, disait l'un de ses juristes, mais d'obéissance. Et le Khan obéissait à sa propre loi. Même parmi ses généraux les plus proches, la trahison se payait du même destin. Personne n'était en sécurité. Le pouvoir du Khan était maintenu non parce que tous l'aimaient, mais parce que tous le craignaient. Le châtiment d'être traîné par des chevaux symbolisait l'ordre que Gengis Khan imposait sur le chaos. Chaque corde qui liait un traître était aussi une corde qui maintenait l'Empire uni. La peur était le ciment invisible qui unissait des millions d'hommes sous un seul nom. Et pourtant, derrière la froideur de cette justice se cachait quelque chose de plus profond. Une vision du monde dans laquelle la vie humaine n'avait aucune valeur si elle ne servait pas le but du Khan. La trahison, dans son esprit, était la négation du destin qu'il croyait avoir reçu des cieux. La punir n'était pas seulement un devoir politique, mais une obligation spirituelle. Les historiens postérieurs, tant persans que chinois, ont convenu que ce châtiment fut l'une des marques les plus distinctives du régime mongol. Un acte aussi brutal que symbolique, où le corps du traître devenait le chemin par lequel l'Empire avançait. C'était la représentation la plus pure de la pensée du Khan. La vitesse, la domination, l'inévitabilité.
Lorsque les chevaux s'éloignaient, soulevant des nuages de poussière, les spectateurs ne voyaient pas seulement la mort. Ils voyaient la loi en mouvement, et ils comprenaient, sans besoin de mots, que l'Empire ne connaissait pas le pardon. Ainsi gouverna Gengis Khan, avec la précision d'un juge et la froideur d'un dieu. Chaque châtiment, chaque mort, faisait partie d'une logique que lui seul comprenait entièrement. Dans sa vision, la justice n'était pas l'équilibre, mais le contrôle. Il ne cherchait pas le bien, mais l'obéissance. L'Empire mongol ne tenait pas par la force de ses armes, mais par la terreur de sa justice. Et lorsque les peuples conquis se souvenaient des chevaux et des cordes, ils savaient que le Khan n'avait pas besoin de répéter son avertissement. L'écho d'un seul supplice suffisait à maintenir des nations entières dans le silence. Dans les plaines où ces châtiments furent exécutés, la poussière garde encore les traces des sabots. Et quand le vent souffle avec force, les anciens de la région disent qu'on entend le galop des chevaux. Ce n'est pas le vent, c'est l'écho du châtiment. La justice du Khan courant sans fin sous le ciel de la steppe. Lorsque la poussière des batailles retomba et que les cris des vaincus s'éteignirent, ce qui resta ne fut pas seulement un empire, mais une ombre qui chevauche encore l'histoire aujourd'hui, portant avec elle l'écho de la peur. Gengis Khan mourut en 1227, mais son héritage ne s'évanouit pas avec son corps. Le monde qu'il laissa derrière lui était fait de cendres, d'obéissance et de silence. Son empire, le plus vaste jamais construit par un seul homme, ne reposait pas sur des fondations de pierre, mais sur des os humains. Chaque ville ravagée, chaque vie dévorée par la faim ou par la guerre, fut une brique dans le mur de sa domination. L'histoire le retient comme un conquérant, mais ses véritables armes étaient invisibles, la peur, la discipline et la mémoire. Car le Khan comprit quelque chose que peu de leaders saisirent. La peur survit plus que la victoire. Quand les armées disparaissent et les frontières changent, la peur continue de parler, continue de gouverner, continue de domestiquer les vivants. Ce fut cet héritage invisible qui transforma son nom en un symbole. Gengis Khan cessa d'être un homme et devint un avertissement. Dans les années qui suivirent sa mort, les générations qui avaient vécu sous son ombre continuèrent d'obéir à sa loi. L'Ayassa, son code de justice, devint une Bible de fer. Elle n'avait pas besoin de temple ni de prophète, car le Khan lui-même était son credo. L'obéissance était la foi, et la foi, la survie. Cependant, même les empires forgés dans le feu finissent par se consumer. Les fils du Khan héritèrent de sa grandeur, mais aussi de son fardeau. Ils tentèrent de gouverner avec la même main de fer, mais la peur, comme toute flamme, commença à s'éteindre. La terreur ne peut pas durer éternellement. Elle a besoin d'être rappelée pour exister. Et quand le souvenir s'estompe, le pouvoir s'effondre. Mais l'écho du Khan ne disparut pas complètement. Dans les chants des peuples conquis, son nom est encore prononcé avec un frisson. Dans les ruines de Nishapur, dans les déserts d'Asie centrale, dans les plaines de Russe, son ombre semble encore chevaucher, non avec une armée, mais avec la mémoire de ce qu'il fut capable de faire. Certains historiens modernes le voient comme un génie militaire, unificateur de peuples, créateur de routes commerciales, promoteur de lois. Et oui, il le fut. Mais il fut aussi quelque chose de plus sombre, l'architecte d'une nouvelle forme de domination où le contrôle de l'esprit valait plus que le contrôle du corps. Gengis Khan ne détruisit pas seulement des civilisations, il les réécrivit. Il transforma la peur en une science, l'obéissance en une vertu et la cruauté en un instrument politique. Et bien que des siècles se soient écoulés, sa leçon reste vivante. L'histoire du Khan nous rappelle que le pouvoir absolu n'a pas besoin d'amour, seulement de silence. Que les empires les plus durables ne se construisent pas avec de l'espoir, mais avec la capacité d'inspirer la terreur. Que l'humanité, face à la faim, à l'humiliation et à l'injustice, peut se briser avec la même facilité qu'une épée tranche l'air. Cependant, au milieu de tant d'obscurité, une question demeure. Le Khan était-il un monstre ou seulement le reflet de son temps? Peut-être les deux. Peut-être sa cruauté fut-elle le miroir dans lequel le monde médiéval vit sa propre brutalité. Son histoire n'est pas seulement celle d'un conquérant, mais celle de l'humanité elle-même. Une espèce qui, au nom de l'ordre ou de la gloire,
a été capable de transformer la souffrance en art. Et toi, qui écoutes cette histoire des siècles plus tard, qu'en penses-tu? La faim était-elle une tactique ou une condamnation? Les corps écrasés à Kalka étaient-ils un acte de barbarie ou une leçon gravée dans l'histoire? La justice peut-elle naître de la peur ou la peur est-elle la mort de toute justice? Commente ci-dessous et partage ta pensée. Parle de la violence, de l'obéissance, des limites du pouvoir, car tant que la peur restera le langage de l'homme, l'esprit de Gengis Khan continuera de vivre, chevauchant dans le vent. 800 ans se sont déjà écoulés depuis sa mort. Mais encore aujourd'hui, quand le vent souffle sur les ruines de l'ancienne Asie, il semble porter un murmure. Le Khan n'est pas mort, il a juste changé de nom.